Par ailleurs, c'est du blé et du maïs en rotation et les rendements ne sont pas très différents. Donc les retours de carbone au sol non plus. Il n'y a pas de couvert. Et bien, c'est surtout un effet de concentration de la matière organique dans les premiers centimètres et au contraire, on déstocke en profondeur, c'est ce que Bertrand a montré. Dans le travail superficiel, bon, là, on dilue la matière organique superficielle sur un petit peu plus de terre, et puis pour le labo, c'est mélangé sur plus profond. Donc, et les stocks, je ne le montre pas là, mais au bout de plus de 45 ans d'essai, les stocks, finalement sur 60 cm, ne sont pas différents dans les trois systèmes. Mais attention, quand on est en agriculture de conservation, on a découvert, là c'est les couverts qui font la différence. Alors, passons au dernier outil, mais pas le moindre, sur quoi on s'appuie pour réussir à prédire l'évolution en fonction des pratiques. Parce que pour l'agriculteur, c'est je sais que je fais des choses maintenant, je ne sais pas ce que ça va produire si je continue comme ça pendant 20 ans. On s'est appuyé sur un modèle qui est relativement simple pour vous, peut-être dans la salle qui travaille sur des modèles beaucoup plus complexes, qui même d'un modèle encore plus simple, qui était le modèle de Hénin Dupuis, qui a été mis au point en 1945. Ces chercheurs se sont dit, avec la mécanisation qui commençait, eh bien, on va voir partir les surfaces fourragères et peut-être qu'on va avoir des problèmes sur d'état organique des sols. Et ils ont mis au point un modèle qui était très simple. Hein, et la différence, c'est qu'il n'y avait qu'un pool de carbone organique des sols. La différence entre Hénin Dupuis et le modèle AMG, AMG pour André Hulot, Marie Guérif, les trois auteurs, de l'INRA Blanc, c'est qu'on a partitionné en deux le stock de carbone du sol pour tenir compte de ce qu'on sait et de ce qu'utilisent aussi les modèles de recherche qui essaient de reproduire la dynamique du carbone et de l'azote dans le sol. Alors c'est un modèle à trois compartiments du coup de carbone. Le carbone entrant, frais, le carbone dit actif qui reçoit, en fait, qui emmagasine le carbone unifié et puis qui se minéralise. Et du carbone considéré comme stable sur la période de simulation qu'on s'autorise. Oui, alors là je suis moins d'une courte, 5 minutes, je pense qu'il en faut 10, mais bon. Et donc à trois compartiments et à trois paramètres. Paramètres de rendement en humus du carbone frais, qui rentre là-dedans, et paramètres de vitesse de minéralisation annuelle de ce carbone actif. Et puis le troisième paramètre, c'est la partition entre les deux, qui n'est pas le paramètre le plus facile à travailler. Ça fait l'objet de projets de recherche actuellement, notamment Claire Chenier. Voilà, donc on est partagé entre les entrées de carbone, et ça, ce que va pouvoir jouer l'agriculteur, c'est sur ces entrées. Ça rentre par les résidus de culture, par les parties aériennes, par les systèmes racinaires. Et le système racinaire est particulièrement important à considérer. Il y a des recherches justement boostées par 4 pour 1000 sur ce côté-là, parce que voilà, le rendement en carbone de l'humus des racines est plus fort que le rendement en carbone des parties aériennes. Et puis les produits résiduaires organiques. Et en face, le coefficient K de minéralisation, il est fonction de la température, de l'humidité du sol, des caractéristiques du sol, et il fut un temps dans le modèle où on intégrait aussi un effet du travail du sol sur les stocks qui est maintenant annulé du fait des derniers constats. Alors c'est une autre représentation du modèle, hein, c'est toujours le même modèle en trois compartiments avec les trois paramètres. Juste pour préciser, la comparer à d'autres modèles, hein, ça c'est du travail de mon mari, je lui ai emprunté une diapo. Le coefficient K1 d'humification ne dépend que des propriétés des résidus, donc fonction souvent du C sur N des résidus, avec une différence entre partie aérienne et partie racinaire, et pour les produits résiduaires organiques, les produits exogènes, de leur composition biochimique. Le coefficient de minéralisation des matières organiques du sol, lui, va dépendre de caractéristiques du sol et du climat. Et on a laissé la fonction travail du sol aussi. Donc, chacune de ces fonctions est améliorée en travaillant sur un modèle plus complexe qu'est STIX, les deux modèles AMG et STIX étant tout à fait cohérents de ce point de vue-là. Je passe très vite, ça ce sont les travaux de validation d'une précédente version du modèle en 2008. On voit qu'on peut travailler sur ce modèle dans des conditions pédoclimatiques assez variées.
Il y a des sols argileux, par exemple en Ultuna, ou très sableux en Thaïlande, et puis des climats forcément très différents. Et beaucoup de régions de France aussi qui sont concernées. Plus récemment, projet qui vient de se terminer, que l'on a apporté à AgroTransfert en collaboration toujours avec l'INRA et les instituts techniques, qui a permis, sur une base de données qui a été construite lors d'un précédent projet, d'évaluer le modèle. Donc là, on a l'évaluation du modèle de 2008, la version 2008, et la version récente qui a amélioré ce modèle. On fonde donc nos travaux, on verra ensuite avec un outil d'aide à la décision qui est fondé sur un modèle qui est travaillé avec les chercheurs et par les chercheurs. Alors, cet outil dont je parlais, qui permet de faire des simulations de travail avec les agriculteurs, SimioCNG, un outil de prévision qui permet donc d'aider aujourd'hui à choisir des pratiques en fonction de ce que l'on vise sur le long terme. Long terme, c'est 20 ans, 30 ans. Il est disponible en ligne, je vais aller très vite là-dessus, y compris en version démo, donc là c'est une version qui est libre. Bon, toutes les fonctions ne sont pas toutes les mêmes, mais les résultats, eux, sont évidemment, c'est le même moteur. Il est simple, il a 3 pages en tout sur cette application. Une page où on peut rentrer le système, le climat, le sol, les cultures intermédiaires, les produits organiques qu'on utilise, les données d'entrée. Et puis une page qui donne les résultats en termes d'évolution des stocks à long terme, là, sur 30 ans, ou de la teneur dans la couche travaillée. Donc le stock sur une couche qui peut être la plus profonde pour pouvoir suivre bien ce qui se passe sur le long terme, et puis s'intéresser aussi à ce qui se passe sur la couche la plus profonde travaillée, ce qui n'est pas la même que la couche de calcul, avec les cinétiques en chiffres. Et comment on utilise ça comment un conseiller utilise l'outil avec des agriculteurs? On définit le système sur lequel on veut travailler, le système actuel. C'est quoi la rotation? Qu'est-ce qu'on pratique en termes de travail du sol, profondeur de travail du sol, les engrais verts, les cultures intermédiaires, les produits organiques, etc. Là, on voit qu'on est dans un système légumier assez typique de notre région, en sol limoneux. Ça dégringole du côté du stock, en haut. Ça dégringole du côté de la teneur dans la couche travaillée. Il y a juste une petite différence. Le stock est calculé sur 30 cm. La teneur est calculée sur 28 cm, puisque c'est la profondeur de travail du sol. Du coup, on va utiliser l'outil pour essayer des alternatives. On supprime un labour et surtout on réduit la profondeur du labour. Ça a comme effet immédiat, c'est surtout d'augmenter la teneur dans la couche travaillée. Pourquoi? Parce que tout ce qui rentre par les cultures est dilué dans une quantité plus faible de sol. Donc dans cette couche, elle est plus mince, cette couche-là de cette couche-ci. Donc ça améliore déjà les choses de ce point de vue-là. Côté résistance à l'abattage, on fait mieux. Côté stock, alors c'est l'ancienne version qui tenait encore compte d'un effet type de travail du sol, dont on voit les effets ici. On peut essayer autre chose aussi, là c'est plus le travail du sol qu'on met en œuvre, c'est on augmente la fréquence des engrais verts et on apporte du compost à une fréquence qui est assez réaliste. Et là on arrive à au moins stabiliser l'évolution du stock, on ne déstocke plus, même si on reste assez bas. Et côté teneur, ça fait le même effet. Et puis si on combine tout, eh bien, on peut arriver à augmenter significativement les teneurs, et c'est très intéressant quand même, pour diminuer la sensibilité à l'abattance. Et puis on voit ce que ça fait sur le stock de carbone. Vu autrement, c'est un graphique qui montre en histogramme les quantités de carbone humifiées qui rentrent par différentes cultures pour une hypothèse de rendement donnée. Et en face, en horizontal, on a estimé les sorties de carbone par minéralisation naturelle annuellement. Donc ça permet, c'est assez parlant pour les agriculteurs généralement, de voir que certaines cultures permettent, avec les niveaux de rendement, là c'est les niveaux de rendement qu'on a en Picardie, c'est vrai qu'on a les 90 quintaux, 100 quintaux pour le blé, c'est 90 quintaux qui est retenu. Je reviens de d'autres régions de formation, d'autres régions où les niveaux de rendement ne sont pas les mêmes. Les niveaux de rendement élevés, ça apporte pas mal de carbone au sol. Ça apporte beaucoup de résidus. Si on les restitue, si on n'exporte pas les pailles, on voit la différence d'ailleurs entre paille exportée sur un blé et paille enfouie sur un blé. Donc une différence d'entrée de carbone qu'on confronte à la barre pointillée horizontale, les sorties de carbone. Alors je passe maintenant à comment évaluer de façon prospective des systèmes de culture.
Pour ça, bon, ce sont les résultats, une partie des résultats du projet Soledium dont j'ai parlé tout à l'heure. On s'est appuyé pour ça sur des sites d'essais qui sont mis en place par des collègues qui travaillent au service des filières de la bioéconomie, avec une partie de travail sur la droite sur les filières elles-mêmes, comment créer ces nouvelles filières, du point de vue de l'amont agricole, comment les alimenter, quels gisements, etc. Et puis, on a besoin aussi d'acquérir des références sur les cultures et sur les rotations qu'on peut mettre en place avec des cultures intermédiaires à vocation énergétique, par exemple, etc. Et donc, sur une partie de cette expérimentation, qui n'est pas loin de chez nous, on a 4 systèmes de culture qui sont comparés. Un système témoin qui est classique dans la région sur ces types de sols, qui existent aussi, c'est des sols argileux sur craie, assez superficiels, sur lesquels ne passe pas la betterave et la pomme de terre, mais sur lesquels passe du colza, du blé, de l'orge, des systèmes beaucoup plus courants, partout en France d'ailleurs, enfin, au moins dans le nord de la France, nord et est. Donc ce système témoin est comparé à un système alimentaire prioritaire, c'est-à-dire que là, on a veillé à garder les cultures qui donnent du grain sur les filières classiques, tout en essayant de faire produire, au travers d'une culture intermédiaire à vocation énergétique, là, on a raccourci le cycle de l'orge en mettant une orge de printemps au lieu d'une orge d'hiver, pour mettre une culture intermédiaire qui va produire de la biomasse, pour de la méthanisation, et en faisant un colza associé, pour essayer d'augmenter la production de biomasse. Et puis les autres systèmes sont plus en rupture. Là, on fait moins attention à alimenter les filières alimentaires, mais on essaie de maximiser la production de biomasse au service des autres filières. Et tout ça dans un sol, je l'ai dit, qui a plutôt tendance à retenir la matière organique, entre guillemets, une faible minéralisation. On compare donc les 4 systèmes avec le logiciel, avec Lineos. Donc ici, témoin, aliment et alimentaire, et puis ici les 2 innovants, en 3 ans et en 4 ans. Et puis, on va aussi essayer de reproduire le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, de voir ce qui rentre et d'où vient finalement cette différence entre les systèmes, ces deux-là et ces deux-ci. Ça vient des entrées de carbone humifiées supplémentaires dans ces 2 types de systèmes. Ce qui veut dire déjà que bien qu'on exporte plus de biomasse pour les filières, on en produit aussi plus et on est capable d'en stocker aussi. Donc on va le voir. Donc au travers, du coup, on se donne les moyens à la fois d'observer ce qui se passe du côté du stockage de carbone, c'est la reproduction, mais on a retourné le graphique. Ici, on est bien dans ce qui va revenir au sol en venant des parties racinaires et des chaumes, c'est-à-dire les parties des plantes qui vont systématiquement venir au sol. Et puis ça, c'est la paille, ça peut être exporté. Ici, dans le cas de l'orge, elle est exportée. Dans le cas du blé, elle ne l'est pas. Dans le cas du colza, elle ne l'est pas. Ça, c'est ce qui va revenir au sol. En face, on regarde ce qui est produit comme biomasse. En s'intéressant, ça c'est celle qui va revenir au sol, qui correspond à ça. Ça, c'est la paille, qui peut être exportée. Puis ça, ce sont les grains, qui va arriver sur les filières classiques de grains. Et on voit qu'ici, avec la paille, on dégage quand même de la biomasse lignocellulosique qui va pouvoir servir à d'autres usages, faire des matériaux ou être brûlé pour de l'énergie. Voilà. Alors, on va se servir de cette approche pour évaluer nos 4 systèmes. On retrouve nos 3 cultures dans le système témoin, et on voit que, d'une part, ce système est légèrement stockant dans ce type de sol. Et on voit qu'il alimente très bien le grain, c'est-à-dire les filières alimentaires classiques. S'il n'y en a pas, il n'y a rien pour la méthanisation, mais en revanche, il y a un petit peu de biomasse pour lignocellulosique, pour des matériaux. Si on prend le 2e système alimentaire prioritaire, où on essaie de faire produire un peu de biomasse pour autre chose que l'alimentaire, on a dégradé un tout petit peu les livraisons aux filières alimentaires, mais on a dégagé de la biomasse pour la méthanisation et plus de biomasse pour d'autres usages énergétiques ou matériaux. Si on compare ensuite, je vais aller plus vite, on va aller faire apparaître les 4 systèmes. Là, on s'aperçoit qu'on dégage à la fois, avec la même logique, et en regardant bien ce qui est produit, d'où ça vient, et ce que ça donne dans le sol. Et ce que ça donne à long terme dans le sol, à l'équilibre du bilan. On dégage ici moins de sorties pour l'alimentaire, mais beaucoup plus pour la méthanisation ou pour
les autres usages lignocellulosiques. Et ici, en 4 ans, ça permet d'équilibrer un petit peu plus les choses du point de vue alimentaire et dégager pas mal aussi des choses, tout en ayant le système qui stocke. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans un type de sol qui minéralise peu. Ce ne serait pas pareil partout. Si maintenant on exportait toutes les pailles, alors dans les 2 premiers systèmes, en faisant très vite, on exporte effectivement, on dégage beaucoup de biomasse de lignocellulosique pour les filières de la bioéconomie non alimentaire, mais là, à long terme, on déstocke. Est-ce que c'est acceptable? En revanche, dans les 2 autres systèmes, on continue, alors là, fortiori, on a une force, on ne dégrade pas forcément les rendements, mais ça, c'est parce qu'on considère qu'il n'y a pas d'effet sur les rendements, et on continue quand même à être légèrement stockant. Donc c'est possible, mais attention, c'est fortement lié au type de sol. Et on le voit ici. Par exemple, si on changeait dans nos simulations, on a fait nos simulations avec cette hypothèse de stock initial, 56 tonnes. Ce qui est, bon, dans ces types de sols, c'est pas très élevé finalement. La plupart du temps, on est plutôt dans des stocks initiaux qui sont plus élevés. Et là, le même système, hein, on n'a rien changé au système de culture, or on change de type de sol, et ça c'est très possible. Voilà, on ne peut plus dire la même chose des systèmes. Et ça, il faut y faire très attention, parce que stigmatiser les agriculteurs parce que vous ne pouvez pas stocker, ben non, c'est le sol. Voilà. Ça, il faut y faire attention. Et là, on a fait passer notre système dans la région, hein, les types de sols qu'on a dans la région, dans plusieurs types de sols, en prenant toutes les caractéristiques classiques des types de sols. Simplement, on a parmi le sol très riche. Bon, ben là, en fait, on stocke partout, avec une faible différence entre les systèmes, et surtout, ils sont toujours classés de la même manière. D'ailleurs, changer de type de sol, ça change les niveaux atteints, ça change un petit peu les écarts entre les systèmes, mais ça ne change pas du tout le classement. Et du coup, en termes de conclusion sur ces aspects-là, il faut faire attention à la comparaison de systèmes de culture pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour stocker, pas déstocker, parce que c'est très sensible au type de sol, c'est très sensible à la valeur du stock initial, on l'a vu. Et ça, la valeur du stock initial, c'est fait de l'historique de la parcelle. Et puis, les écarts comparés, en revanche, on l'a dit, sont peu différents. Et puis surtout, le classement est conservé. Et ce classement, lui, il est fonction, on l'a vu sur les premiers graphiques, il est fonction des entrées de carbone. Et là, c'est bien ce sur quoi l'agriculteur peut jouer. Donc, l'idée, c'est de développer, à partir d'observations, d'outils comme ce que je vous ai montré, des stratégies, donner à l'agriculteur le moyen de voir ce qu'il peut faire. À la fois, il va pouvoir dégager des ressources sur des filières, parce que c'est comme ça qu'il gagne sa vie, et alimenter les nouveaux marchés aussi, et vérifier si, dans son cas, il déstocke ou il ne déstocke pas, et puis prendre des décisions là-dessus. Voilà, je vais plus vite. Puis bon, donc on peut concilier biomasse non alimentaire et stockage de carbone dans certains cas, selon le type de sol notamment. Et puis, ne pas oublier que le stock ne fait pas tout, que pour un agriculteur, la fertilité des sols, ça passe aussi par la teneur, et donc on peut même avoir un stock qui ne bouge pas, mais arriver par des techniques de labour ou de travail superficiel, ou moins profond en tout cas, à concentrer quand même les matières organiques en surface et lutter contre certains problèmes, surtout dans les sols limoneux, de comportement du sol. Voilà. Et au-delà du carbone organique, là j'ai repris une diapo de Bruno Marie aussi, où il compare là 4 systèmes conventionnels, base intrants, agriculture de conservation, et un système organique, c'est l'essai de la cage à Versailles, avec de la luzerne. Et on voit ici que bon, les émissions, comme Bertrand l'a montré, les émissions dans le système d'agriculture de conservation, qui a une litière, qui produit beaucoup de biomasse, qui a beaucoup de matière organique en décomposition en surface, ça produit pas mal de N2O aussi, mais ça peut être compensé par un stockage de carbone. Et là, certes, il y a du non-travail du sol là, mais ce n'est pas le non-travail du sol qui agit. Ce sont les couverts et les couverts permanents. C'est ce qu'on apporte, ce sont les entrées. On pourra revenir là-dessus plus en détail s'il le faut, je vais passer à la suite. J'ai juste une... oui, voilà, je montre juste une application, c'est-à-dire que le petit modèle qu'on a utilisé à l'échelle d'une parcelle, on peut l'utiliser à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire sur tous les maillons du territoire qu'on est capable de reconstituer
on parle de base de données, etc., on fait pas ça parcelle par parcelle, à partir de bases de données nationales et d'outils, eh bien, permet de faire aussi un diagnostic de variation de stock à l'échelle de chacun des maillons, et donc à l'échelle des territoires, et transformer ça en cartographie. Le but, bon, je passe là-dessus, on s'était arrêté à la teneur ou variation de teneur, et en Alsace, ils avaient travaillé sur les risques d'érosion, à partir de même type de... Donc cette méthode, en haut, c'est toutes les démarches à faire pour réunir toutes les données nécessaires pour alimenter CIME et ECMG, qui va aussi alimenter un bilan de gaz à effet de serre, et développer des démarches participatives pour faire réfléchir les acteurs du territoire et les agriculteurs en particulier sur les modifications de pratiques possibles pour changer les choses. On voit ici un exemple. Là, les UC, ce sont les unités cartographiques de sol, donc les zones colorées que vous aviez sur la carte. Avant l'obligation de mettre des cultures intermédiaires, il y en a beaucoup qui étaient dans le rouge, c'est-à-dire qui étaient en déstockage. Si on met des cultures intermédiaires de façon raisonnable partout où on peut en mettre, eh bien, on change les choses aussi globalement, plus globalement à l'échelle des territoires. Voilà, et ça en concertation. Bon, les éléments de conclusion, je les ai déjà passés en revue. Je vais tous vous les faire apparaître. Je voulais quand même faire un clin d'œil par rapport aux 4 pour 1000. On ne peut pas stocker partout, enfin, Bertrand l'a très bien dit, et pas toujours, puisque de toute façon, par nature, alors après, c'est le modèle actuel, on stocke pendant un certain temps, mais ça ne dure pas. Voilà. Et puis, voilà. Donc oui, c'est pas toujours, parce que... Et puis ce qui compte, c'est beaucoup le passé de la parcelle. Et puis ici, voilà, résumé des différents leviers sur lesquels l'agriculteur peut intervenir pour définir des stratégies s'il veut prendre en compte l'état humide du sol. Insister aussi sur, pour stocker du carbone, il faut faire entrer de l'azote dans le système. C'est pas forcément souvent dit, mais Bertrand l'a bien souligné. Et il n'y a pas que les stocks qui comptent.